Merci beaucoup, merci à vous. J'espère que vous m'entendez bien, tous et toutes. Je vous vois comme des petits points à l'horizon, mais c'est quand même très agréable de voir une salle et de pouvoir participer à ces échanges. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche qui est actuellement en cours et qui prend la suite du travail que j'ai mené ces dernières années sur le rôle des agents artistiques à Hollywood et sur les cercles d'interrelations professionnelles qui rassemblent des représentants d'artistes, dont des agents, mais aussi des professionnels de la production et des créateurs, des artistes eux-mêmes, qui sont des cercles au sein desquels les carrières et les projets artistiques, le destin des carrières et le destin des projets se jouent. Et la recherche que je vous présente aujourd'hui porte sur l'émergence de nouvelles catégories de professionnels à Hollywood que sont les spécialistes des données et des algorithmes, un groupe dont l'ascension est liée, comme vous le devinez, à la place centrale et croissante des plateformes de streaming. Et donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran pour cette présentation. Voilà. Donc, mon intervention aujourd'hui s'intitule Hollywood gouverné par les algorithmes, ascension de nouveaux professionnels et transformation des choix de production. Ces dernières années, le jeu professionnel d'Hollywood a subi une profonde transformation et c'est quelque chose qui est en partie déjà bien connu et relativement évident. Le développement des services de streaming a été extrêmement rapide et massif. Il a changé notre perception de ce qu'est la télévision, la façon dont les produits audiovisuels en général sont consommés. Les principaux streamers, comme on les appelle, dont Netflix, Amazon Prime Video, ont atteint en 2020 des chiffres records d'abonnés, respectivement 200 millions et 150 millions d'abonnés dans le monde pour les deux streamers que je viens de citer. Et ils sont de plus aujourd'hui en concurrence avec les nombreux services de streaming qui sont lancés, qui viennent d'être lancés ou qui sont en train d'être lancés par les studios et les groupes de médias traditionnels, de Disney+, à HBO Max, pour AT&T, Peacock, Paramount+, Discovery+, des choses que nous pouvons déjà en partie avoir en France et qu'on aura de plus en plus également. En d'autres termes, le streaming est véritablement devenu le canal de distribution premier, normal en ce sens, des produits télévisuels, voire de l'audiovisuel en général. La pandémie de Covid n'a pas créé ce phénomène, mais elle l'a exacerbé, elle a accéléré un processus de transformation qui, en réalité, était déjà largement en cours. De plus, il y a environ 8 ans, les principaux streamers ont commencé à produire des contenus originaux, en plus de leur activité d'origine qui était celle de distributeurs de contenu. Ils ont investi donc massivement dans cette production originale, y compris de films. Entre 2013 et 2020, pour vous donner une indication, Netflix a produit à lui seul plus de 1500 titres originaux et est devenu le premier studio de production de films en volume. Et les streamers ont également reçu progressivement de la reconnaissance artistique de la part des autorités de jugement esthétique de l'industrie, en particulier sous forme de prix, de nominations et même d'obtention d'Oscars, etc. En parallèle de cela, les studios traditionnels ont également changé de stratégie, ont recentré l'essentiel de leur activité sur la production de films à grand spectacle, de blockbusters, franchises basées sur de la propriété intellectuelle du type des films de Marvel et aussi des séries de films, des reboots, des sequels, ce qui a également permis aux services de streaming de se positionner comme interlocuteur du côté de la production pour toutes les autres catégories de projets cinématographiques que les studios ne produisent plus, que les studios ne font plus. La nouvelle règle du jeu à Hollywood, et c'était déjà même avant la pandémie, est donc devenue que les studios produisent quasi exclusivement quelques gros blockbusters chaque année, des films de type Marvel, DC, etc. Et le reste de la production est destiné au streaming. Le reste des films, ce sont des films pour le streaming. Je cite un producteur indépendant que j'ai interviewé en 2019 et qui disait lors de notre entretien: When you're acquiring a project or developing it,
you have to almost now decide whether you're going to try to sell it up as a theatrical release or a streamer. I mean, the number one conversation that I'm having with everyone, the studio executives, other producers, agents, the question that everyone is asking is, what is theatrical? What is now a theatrical movie? And I think that question has not been answered yet. We are still trying to figure it out. I think it's becoming more clear every day that it's all the big ones. It's giant tentpoles based on big brands and IP or low budget horror. La question qu'il pose, what is now a theatrical movie, est bien sûr clé ici et m'intéresse. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est qu'un film pour les salles, pour le cinéma en salle? Qu'est-ce qui fait qu'un projet va être considéré comme un bon projet de film de cinéma en salle? Et indissociablement, qu'est-ce qui fait un projet de film pour le streaming? Ça m'a amené à me demander quels sont les acteurs, quels sont les professionnels qui sont en position de trancher cette question. Qui est en mesure de définir aujourd'hui ce qui fait un film? Et qui est en mesure de dire quels sont donc les projets qui seront sélectionnés pour devenir effectivement des films, pour être produits, pour être diffusés sur les plateformes, puisque c'est là que l'écrasante majorité des œuvres va désormais se retrouver. Donc c'est cela qui m'intéresse. Et mes recherches portent donc sur l'émergence de nouvelles catégories de professionnels d'Hollywood qui ont leur mot à dire en la matière et dont les activités n'ont jusqu'à présent pas été pleinement explorées. Ces nouveaux groupes professionnels qui m'intéressent ici, ce sont des ingénieurs, ce sont des spécialistes des données et des algorithmes qui sont venus peupler très massivement les organisations d'Hollywood au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, ils représentent des centaines d'employés dans les organisations centrales de Hollywood, et leur rôle consiste à collecter et à traiter des données qui sont désormais accessibles aux streamers, alors qu'elles ne l'étaient pas aux studios traditionnels, qui sont des données concernant les comportements des abonnés sur les plateformes, et des données dont l'analyse vise désormais à influencer ce qui va être produit ou acheté, acquis par les streamers, donc à déterminer quel type de contenu va être fabriqué et distribué sur telle ou telle plateforme. Ces professionnels des données sont devenus des homologues clés des acteurs traditionnels d'Hollywood. Ils sont étroitement imbriqués dans la fabrication des contenus. Pour autant, leur parcours, leur perception, leurs intérêts sont très différents de ceux qui caractérisent les acteurs traditionnels d'Hollywood. Et cela affecte la manière dont les projets artistiques sont sélectionnés, sont évalués, la façon dont les œuvres sont au final fabriquées. Et c'est ça qui m'intéresse justement en tant que sociologue du travail et des professions. La recherche que je suis en train de continuer à mener et dont je vous présente certains résultats aujourd'hui repose sur une enquête par entretien avec ces nouvelles catégories de professionnels d'Hollywood qui travaillent à la fois pour les streamers, mais de plus en plus désormais aussi pour les studios et pour des sociétés indépendantes. Et je vais donc vous avez un petit peu plus d'informations sur le slide sur les catégories de professionnels avec lesquels je me suis entretenue. Aujourd'hui, je vais procéder en 3 étapes dans ma présentation. Je vais d'abord expliquer comment l'ascension de ces nouveaux acteurs a conduit à l'émergence d'un nouveau récit de la production à Hollywood. Ensuite, je montrerai que leur ascension est indissociable de changements dans la structure des organisations et dans les hiérarchies professionnelles d'Hollywood. Et puis, je conclurai sur la redéfinition des rôles de production qui, me semble-t-il, s'opèrent dans ce contexte. Donc, un nouveau récit de la production. Alors, quiconque a enquêté, a mené des enquêtes sociologiques à Hollywood et a fait des entretiens, c'est que les professionnels de cet espace, traditionnellement, partagent une croyance et affichent une croyance dans le talent et dans la qualité. Le talent des professionnels qui participent à ce jeu et la qualité des produits et des projets. Cette croyance, elle est liée à la représentation d'une connexion entre un artiste et un public. Jusqu'ici, les catégories de professionnels d'Hollywood qui ont été en position de dire ce qui doit être produit
ce que les spectateurs voudront voir, et donc ce qui doit leur être proposé, sont non seulement des artistes auxquels est prêté un lien émotionnel, esthétique avec leur public, mais ce sont aussi des professionnels de la production et des représentants d'artistes qui revendiquent d'avoir un certain, comme le disent les agents artistiques, un certain sens du talent, une capacité intuitive de repérer les bons projets. Les agents que j'ai étudiés, avec qui j'ai mené des entretiens précédemment, ainsi que nombre de professionnels de la production, se targuent de savoir ce qui va marcher et les artistes qui vont marcher, qui vont avoir du succès. Ça fait partie de leur savoir-faire professionnel, de ce qui leur vaut une réputation, une bonne réputation, de ce qui fait leur valeur dans cet espace professionnel. Des tentatives pour rationaliser ces manières intuitives de prédire ce qui va avoir du succès à travers des logiciels ont pu exister par le passé ponctuellement, sans avoir véritablement d'impact sur les processus de décision à Hollywood relatifs au contenu, les fameux processus de greenlighting des projets, le greenlight process. Parce que les professionnels d'Hollywood que je rencontrais en entretien il y a seulement encore 3 ou 4 ans étaient prompts à dire qu'ils ne croyaient pas aux données, ils ne croyaient pas aux chiffres. Ça ne fait pas partie en quelque sorte de cette mythologie fondatrice d'Hollywood, structurée au contraire autour de la croyance dans le talent et dans sa nature incommensurable. Et c'est précisément ce qui est en partie au moins remis en cause aujourd'hui. Pour le comprendre, il faut se rappeler que les sociétés de production traditionnelles d'Hollywood, les studios, ne sont pas à l'origine des organisations tournées vers le spectateur consommateur. Jusqu'à très récemment, les studios disposaient d'ailleurs de très peu de données concernant le public qui va au cinéma, voir les films qui sont produits par eux. Et en réalité, c'est ça qui m'a intéressé le plus, ne cherchaient pas du tout à en collecter, ne cherchaient pas du tout à construire de telles données. Ils ne s'y intéressaient pas parce que le public n'était pas directement leur problème. Je cite là un vice-président d'un grand studio qui a décrit cela clairement lors de notre entretien. Il disait « I, in the theatrical space, have no relationship with the consumer. I am a wholesaler. The exhibitor is a retailer. They have the transaction with the consumer. So I have no idea who opens my movie on D1, who comes first weekend, who on the second, third weekend. I don't know who comes, say, at 5 p.m. I don't know if a consumer goes to one cinema for one type of movie and a different cinema for a different type of movie. I don't know who cross-consumes my movie with Disney's Adventures, Universal's Minions. So we, as a category, have very little data. We decide what we make. I put very little information into a greenlight process, even on sequels. So we decide what we make, when we make it, and how and when it's released. The consumer has no say in this. Cet autre vice-président d'un studio, un autre studio, lors de notre entretien, faisait la distinction entre le consommateur, qui n'intéresse pas le studio, et le client, qui compte pour le studio, c'est-à-dire les exploitants, les chaînes de cinéma, les propriétaires de salles, qui sont les interlocuteurs des studios. Studios have never had a direct relationship with the consumer. They have always had a relationship with the customer. And they have not done their best to understand the consumer before that. And they've always had more of a make it and they will come model. I saw the shift from customer to consumer. Donc, ce du client customer au consommateur consumer qu'évoque ce vice-président de studio pourrait nous induire en erreur en nous donnant à penser qu'avec la montée en puissance des streamers, le public et ce que veut le public est devenu la priorité et que donc le consommateur obtiendrait désormais une forme de contrôle, peut-être même une forme de contrôle sans précédent sur ce qui est produit et sur ce qui va être diffusé. En réalité, ce qui est en jeu, c'est de savoir quels sont les types d'acteurs qui peuvent légitimement dire ce que le consommateur veut, qui est le consommateur, et ce que le consommateur veut, ou ce que le public veut. Qui peut parler en leur nom? Est-ce que c'est l'artiste en relation avec l'agent et le producteur, comme c'était le cas précédemment, en partie encore jusqu'à maintenant? Ou est-ce que c'est désormais l'analyste de données et ceux qui mobilisent l'autorité des chiffres et des algorithmes pour
donner une voix aux consommateurs sur les plateformes et pour décider ce qui doit être produit et distribué. En d'autres termes, l'émergence de nouveaux professionnels qui comptent dans le processus de production remet en question les formes préexistantes de contrôle créatif qui existaient à Hollywood. Jusque récemment, l'équipe créateur-producteur était en mesure de monopoliser la légitimité de dire ce que veut le public et donc ce qu'il faut produire et que le public ira voir. Encore une fois, ce type de pouvoir créatif reposait sur la croyance dans le talent d'un artiste et dans sa connexion avec un public. Ce récit centré sur l'artiste est désormais en concurrence avec un nouveau récit de la production dans lequel les spécialistes des données, armés de chiffres et de nouveaux outils de rationalisation, de modèles algorithmiques, sont les mieux placés pour comprendre ce que veulent les consommateurs sur les plateformes et pour parler en leur nom, donc pour dire ce qui devrait être produit ou acheté, quels sont les types de récits, les types de scripts, quels sont les formats, quels sont les genres, quels sont les stars, les acteurs à privilégier, donc quels sont les éléments de tout cela qui a de la valeur et qu'il faut sélectionner à travers les projets qui sont soumis. Donc, ce à quoi nous assistons, c'est à la formation d'un nouveau système de croyance, si je voulais le dire en des termes bourdieusiens, c'est l'illusio qui est ici en jeu. Et ces croyances concernent ce qu'est le processus de production, de décision sur ce qui doit être produit, qui peut y contribuer, qui peut dire quelle est la valeur et quelle est la qualité d'un projet artistique. Elles correspondent également à des mutations dans la structure des organisations d'Hollywood et dans la hiérarchie professionnelle de cet espace. Je passe donc là à mon second point, qui va m'amener à dire deux choses. Tout d'abord, la structure des streamers en tant qu'organisation, en particulier s'agissant d'entreprises qui sont issues du monde de la technologie, c'est Netflix et Amazon. Cette structure des streamers comme organisation est différente de celle des studios traditionnels, en particulier en termes de position occupée par les spécialistes des données dans la chaîne de décision et dans la hiérarchie de l'organisation. Les spécialistes des données qui m'intéressent ici sont positionnés dans les départements où se prennent les décisions concernant la production et l'acquisition des contenus créatifs, donc the content side, ce qui signifie que ces spécialistes des données sont au quotidien des interlocuteurs importants, des responsables de l'acquisition des contenus et de la programmation originale, donc les producteurs du traditionnel, au sens plus traditionnel du terme. Ils interviennent très tôt dans ce processus de production lorsqu'il s'agit de décider quelles sont les émissions, les films, les séries qui vont être achetés, licenciés ou produits. Ils interviennent auprès des producteurs traditionnels, d'origine plus traditionnelle on pourrait dire, mais cette relation est néanmoins rarement directe. Les sociétés de streaming ont en fait largement embauché, débauché même, des producteurs à succès qui travaillaient auparavant dans les grands studios ou des sociétés indépendantes établies. Et ces producteurs traditionnels n'ont pas particulièrement d'affinité avec le maniement des données ou de formation en la matière. Et pour eux, interagir directement avec des ingénieurs ou des spécialistes des algorithmes relève, on va dire, du défi. Et comprendre leur langage, comprendre leur mode de pensée également, ne va pas de soi. Donc les streamers, comme organisation, ne peuvent fonctionner que parce que a été mise en place, a été créée une autre catégorie de spécialistes dont le travail consiste précisément à traduire entre les deux langages et les deux cultures professionnelles de ces deux types d'employés clés, les spécialistes des données d'un côté et les producteurs traditionnels d'Hollywood de l'autre. Ce rôle particulier généralement dévolu à des personnes qui ont une formation en finance ou en commerce de type MBA, mais aussi une expérience de la manipulation des données et qui constituent les nouveaux intermédiaires au sein des organisations que sont les streamers. Et donc, ils forment avec les spécialistes des données et les ingénieurs des équipes qui ont connu une croissance très, très rapide au cours de la dernière décennie, passant de quelques dizaines de personnes à des centaines de personnes dans ces organisations. Donc, pour vous donner une petite idée, vous permettre de visualiser comment les choses se présentent avec ce diagramme. Je suis désolée, le diagramme est en anglais, mais vous allez quand même comprendre, je pense. J'espère en tout cas. En jaune,
vous voyez l'activité de ceux dont le travail consiste à traduire les données en langage de Hollywood Business. Donc, vous voyez en jaune ces nouveaux intermédiaires situés en fait dans l'organisation entre les producteurs plus traditionnels qui se situent à droite et les spécialistes des données et des technologies, les ingénieurs qui se situent à gauche dans le rectangle bleu. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est que cette organisation au sein des streamers contraste avec la manière dont les choses sont organisées dans les studios et avec la manière dont le processus traditionnel de greenlight, de greenlighting des projets existe dans les studios. Traditionnellement, dans les studios, les spécialistes des données n'interfèrent pas dans ces processus de décision. Ils existent, mais ils sont cantonnés à des postes dans des départements éventuellement de recherche, mais surtout de marketing, et ils interviennent en bout de chaîne une fois qu'un film a déjà été produit, un projet a été sélectionné, un film a été très largement produit, au moment de définir sa stratégie de promotion. À ce moment-là, des spécialistes des données peuvent intervenir, mais ils sont exclus du moment de la décision sur ce qui va être créé, sur ce qui va être produit. Ils occupent donc en ce sens des positions qui sont symboliquement dominées dans la hiérarchie des studios et qui sont jugées moins créatives. Ça ne signifie pas qu'aucun changement ne s'est passé du côté des studios, tandis que les streamers devenaient importants dans ce jeu professionnel d'Hollywood. Au contraire, des transformations ont également été repérables ces dernières années du côté des studios. D'une part, l'injonction à la transformation a d'abord été sensible au sommet de ces organisations. Pour conserver leur poste, les dirigeants des studios ont dû montrer aux grands groupes de médias et de communication auxquels les studios appartiennent désormais, c'est-à-dire aux membres de leur conseil d'administration, aux actionnaires de ce groupe, qu'ils étaient capables de prendre le virage technologique, économique que représente le streaming. Et cela s'est traduit il y a dans la décennie, la quinzaine d'années qui vient de s'écouler, d'abord par la nomination de conseillers, des postes de conseillers aux technologies, au numérique, mais il s'agissait quand même largement de gestes plutôt symboliques, plutôt que d'un changement véritable dans l'organisation du processus de production. Néanmoins, ces dernières années, cette injonction à la transformation a commencé à rencontrer, c'est ça qui m'intéresse davantage, à rencontrer les stratégies de cadres ou de chefs de service des départements de marketing qui sont, comme je le disais précédemment, des espaces relativement dominés dans la hiérarchie symbolique des studios, mais où se situent des acteurs qui se sont posés comme pionniers de la transformation en cours à l'intérieur des studios. Ces spécialistes de ces départements, en effet, opèrent dans les seules unités au sein des studios dont l'expertise est précisément de collecter et de traiter des chiffres. Ils ont donc tout à gagner à promouvoir l'utilisation des data et à se faire porte-parole du consommateur à la manière de leurs homologues des streamers. Et donc, ce faisant, ils travaillent à capitaliser sur ce savoir-faire en matière de production et de manipulation de données, de modèles algorithmiques, ce qui leur permet de réinventer leur rôle, de s'élever à une place plus valorisée dans la hiérarchie des studios, y compris en revendiquant la création de nouveaux postes auxquels certains d'entre eux vont prétendre. Et ce sont ces professionnels qui ont été bien souvent mis aux avant-postes de la gestion des nouveaux services de streaming que les studios se sont mis à lancer ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et aujourd'hui, ces services de streaming sont en train de devenir le cœur d'activité des studios également. Ce que nous voyons donc, c'est la redéfinition des rôles de production en réalité. Qu'est-ce qu'un producteur ? Qu'est-ce que signifie faire ce travail de production? C'est ça qui est aussi en jeu, c'est ça qui se transforme aussi dans le cadre de ce processus. Tout d'abord, dans toutes les organisations d'Hollywood, on peut observer des tensions entre les anciennes manières de se définir comme producteur et les nouvelles revendications des acteurs émergents qui ont désormais leur mot à dire sur ce qui doit être acheté ou sur ce qui doit être produit. Ces deux catégories de professionnels ont été socialisées en réalité dans des environnements très différents, ont des routines professionnelles, des ethos professionnels très contrastés.
Les nouveaux spécialistes des données, qui peuvent être de formation des ingénieurs, qui peuvent être des techniciens spécialisés, qui peuvent être des scientifiques titulaires d'un doctorat quelquefois, et qui vont être des spécialistes en réalité de choses assez différentes, des spécialistes de sciences des données, de sciences du contenu, de machine learning, de conception produit. Et donc, ils constituent une catégorie en elle-même assez hétérogène. Ils ont néanmoins en commun une perception d'eux-mêmes, une perception de leur travail, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils doivent faire, et une approche d'Hollywood en tant que monde professionnel qui contraste avec celle des acteurs traditionnels d'Hollywood. Ils insistent lors des entretiens sur le fait que ce qu'ils font est et devrait être industry agnostic, et que le niveau du projet individuel, qui est si cher aux acteurs traditionnels d'Hollywood, le projet individuel, je veux dire tel ou tel film, telle ou telle série, tel ou tel projet, n'est pas réellement un niveau pertinent pour eux. Tout le travail de relation qui m'était apparu extrêmement important quand j'avais analysé le travail des agents artistiques, tout ce travail de relation qui est si central pour les acteurs traditionnels d'Hollywood en général, est étranger à ces nouvelles catégories que j'étudie. Ils le considèrent comme quelque chose de difficile à comprendre, comme quelque chose de difficile à effectuer, mais ils le qualifient aussi souvent de politique hollywoodienne, exprimant ainsi leur malaise, leur jugement négatif à son égard. Ils suivent d'autres conventions, d'autres normes qui sont elles-mêmes étrangères aux acteurs traditionnels d'Hollywood. Au contraire, pour ces acteurs traditionnels d'Hollywood, pour les producteurs traditionnels, appartenir à un monde de l'art, faire du cinéma, être en relation avec des artistes, ce n'est précisément pas anodin. Et ce n'est pas comparable au fait d'opérer dans n'importe quel autre secteur économique. Leur valeur à leurs propres yeux, pour le dire autrement, réside dans le fait que ce qu'ils font n'est pas industry agnostic. Et aujourd'hui, ils expriment le sentiment que leur position se trouve fragilisée, ils sont sur un terrain instable parce que leurs compétences sont subjectives, sont extrêmement relationnelles, et ils craignent que les outils de rationalisation utilisés par les nouveaux spécialistes les rendent vulnérables, puissent éventuellement exposer des échecs ou semi-échecs à leurs supérieurs, aux yeux de leurs collègues d'autres départements. Ils craignent parfois que les relations qu'ils entretiennent avec certains artistes, dont ils tiraient jusqu'ici crédit et pouvoir, soient remises en cause, et ils redoutent que leur pouvoir d'influer sur ce qui est produit soit subordonné aux données, c'est-à-dire aux spécialistes des données. Cependant, dans ces organisations d'Hollywood, on observe certes des tensions, mais pas uniquement des tensions. Ce qu'on observe aussi, ce sont des mécanismes de conversion et d'influence mutuelle entre ces deux catégories que je viens juste d'opposer. Les producteurs traditionnels d'un côté, les nouveaux spécialistes des données de l'autre. Pour réussir dans les organisations d'Hollywood, pour y gravir les échelons jusqu'à des postes de direction au plus haut niveau, les spécialistes des données, les ingénieurs, doivent renoncer en partie à la représentation qu'ils se font, ou qu'ils se faisaient, en tout cas, à l'origine de leur métier comme industry agnostic. Et ceux qui parviennent effectivement à s'élever dans les organisations d'Hollywood sont souvent ceux qui sont capables d'embrasser le discours hollywoodien concernant la magie créative et la nature unique de ce qui est produit par cette industrie. À l'inverse, les producteurs traditionnels tendent également de plus en plus à se convertir au discours de célébration des données. Ce n'est pas tant qu'ils croient aux données, mais ils croient à l'idée qu'on ne peut plus ignorer les données et qu'on ne peut plus ignorer les spécialistes des données. Exprimer ouvertement son scepticisme à l'égard des données, le dédaigneux I don't believe in data, que j'entendais tout le temps il y a quelques années lors de mon enquête sur les agents artistiques, est devenu quelque chose qui est très rarement formulé aujourd'hui, qui est devenu très largement indicible. Au final, la transformation qui est ici en jeu est le résultat d'alliances objectives entre différentes catégories d'anciens et de nouveaux acteurs d'Hollywood. Et ces activités sont cruciales parce qu'elles engendrent de nouvelles représentations du consommateur, de nouvelles représentations de ce qu'est le marché à Hollywood. Et c'est ainsi que se créent des marchés et que se transforme ce marché. Merci beaucoup pour votre patience et je serai ravie de répondre à vos questions.